Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve enfin pour un nouveau live IRL. Le dernier était seulement de début mars, si je ne m'abuse, ce qui est plutôt raisonnable comme temps d'écart entre deux lives. Pour une émission mensuelle, tu vois, mettre quasiment 3 mois de pause, ça se tient. Ce qui fait qu'on doit parler des mangas qui ont été publiés courant mars 2022. Oh, waouh, j'ai capturé un Opip Shiny. Car oui, je suis pris dans la spirale. Oh, c'est Floravol. Non, je suis pris dans la spirale Poké Clicker. Et à la base, je voulais juste mettre le son pour pouvoir vérifier si on m'entendait bien le live, mais de un, j'ai pas activé l'audio, et de 2, la connexion est un peu aux fraises. Bref. Du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 mangas dont je dois parler, que j'ai lu il y a 2 mois, pour ceux que j'ai lus le plus récemment, donc quasiment 3 pour les premiers du mois. Ce qui est simple pour s'en souvenir et pour donner un avis constructif et logique, évidemment. En plus de ça, c'est pas comme si j'avais lu genre plus de 40 mangas depuis, que j'avais travaillé tout ça. Donc on va commencer sans plus tarder ces mini-critiques un peu aléatoires, mais qu'on va essayer de faire quand même. Hop, on a commencé le mois de mars par Vigilante, My Hero Academia Illegals, volume 13. On est toujours dans ce qui semble être l'arc final, au vu des personnages en présence, de l'implication, des actions qui se passent actuellement, tout ça. Ça a pas mal de chances d'être très important. Oui, du coup, j'aimerais bien enlever le son de Poké Clicker, s'il vous plaît. Laissez-moi vérifier que mon live marche. Hop, 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 hop. Oui, ce que je trouve fort, c'est que c'est un tome qui nous présente beaucoup d'actions, comme ceci, par exemple, ça c'est une action de dingue, mais que je trouve passionnant à suivre quand même. Alors que normalement, je ne suis pas le plus client quand c'est que de l'action, j'aime bien quand il y a un propos derrière, qu'il y a des personnages, quand il y a un propos, je vais dire, mais bon, ça je l'ai déjà dit. Mais ça, on l'a déjà dit. Voilà, donc je trouve ça impressionnant que ça soit intéressant tout en montrant de l'action, des mouvements tout le temps et important. On a un des affrontements finaux qui a déjà lieu, qui avance bien et qui m'impressionne plutôt pas mal. Donc entre Koichi et numéro 6, comme le laisse présager. Bref, je disais donc. Faut que je recharge la page. Que c'était très prenant, que la confrontation entre les deux marchait bien parce qu'ils ont un gros passif, que ce soit dans les batailles précédentes ou dans les moments plus insignifiants. Voilà. Les personnages évoluent très bien, non-stop, que ce soit par eux-mêmes, tout seuls, ou l'un par rapport à l'autre. Ils se répondent étonnamment bien, étonnamment mieux que ce qu'on aurait pu croire aux premiers abords. Car bon, finalement, comme ils sont tous les deux proches du même maître, qu'ils ont tous les deux des ambitions identiques, mais qu'ils n'ont pas pu le faire pour un ou qu'il est en train d'essayer de le faire pour l'autre, ça se tient plutôt logiquement. Donc j'ai perdu ma page, bidi bip. Il y a un élément pour lequel je ne suis pas fan dans le volume, c'est que vers la fin de celui-ci, donc toujours au milieu du combat, on a Koichi qui a en soi de nouvelles capacités, qui est en passe d'esquiver, de se défendre un peu,
Sauf que pas mal de ses esquives est remise sur le dos de l'instinct. Et ça, étonnamment, je trouve ça pas si pertinent que ça. Parce que ben, ça donne pas envie de suivre le héros, ça le rend pas valeureux. C'est cool pour lui qu'il ait l'instinct qui fasse quelque chose, mais tu vois, il est pas acteur spécialement. C'est le corps qui fait allez, il faut esquiver et ça esquive. Ça marche. Ça marche surtout très bien vu la destruction du numéro 6 qu'il y a derrière, autant visuellement que ben, le personnage en lui-même, tu vois. Mais j'aurais préféré peut-être un autre moyen de rendre Koichi victorieux. Toujours une belle lecture, Vigilante. C'est franchement, je regrette pas de m'être lancé dans ce spin-off. D'autant plus qu'il est très bientôt terminé, vu qu'il vient de s'achever au Japon, si je ne m'abuse. Hop, ça se rangera là-bas. Raté. Putain, trop bien de faire enfin ce live, comme ça je vais enfin pouvoir débarrasser mon bureau de tous ces tas de mangas que j'ai. Hop. Ensuite, on va parler du tome 21 de Beastars, l'avant-dernier. L'avant-dernier, si je ne m'abuse. Voilà, ça fait longtemps que je l'ai lu, et c'était pas non plus mon préféré. Malheureusement, alors que la série est exceptionnelle, hein, depuis le début. Il y a plein de belles idées, plein de bonnes choses tout le temps. Mais malheureusement, et je vais réussir à trouver où est-ce que j'en parle. Voilà, le premier mot dans mes notes, c'est moins excellent. Voilà. En même temps, quand t'as des grandes habitudes, des grands tomes précédents, bah, c'est compliqué de rester au niveau. Si tu fais une mini baisse, paf, ça se sent tout de suite. C'est un peu dommage et un peu dur du coup pour ce volume, car il n'est pas non plus très nul, contrairement à d'autres trucs que j'ai pu lire depuis, ça c'est sûr. On a un deuxième duel dans cet enchaînement de confrontation finale. On a un très bon fond comme d'habitude, parce que ça permet de montrer une nouvelle espèce, de montrer comment Legoshi appréhende cette nouvelle espèce, de montrer ce qu'il a à leur apprendre, de ce qu'il a à en tirer, histoire qu'il fasse une sorte de synthèse de tous les animaux vivants pour être le meilleur personnage principal et la meilleure personne tout court. Sauf que je trouve que la fin de cet affrontement tombe comme un cheveu sur la soupe, comme si genre on a présenté ce qu'il fallait, c'est très intéressant, mais on n'a pas besoin de faire des conclusions, ça dégage. Alors, pourquoi pas, hein, ça marche bien des fois de stopper le combat, mais il faut que ce soit bien justifié, que ça ait du sens thématiquement, qu'il y ait des choses. Là, j'ai pas l'impression d'avoir trouvé quelque chose derrière, et donc ça me perturbe un petit peu en soi. Heureusement, le reste du volume est très très bon. Ça, à n'en pas douter, ça m'a plu le plus que ce duel. Et du coup, j'ai dit que ce tome était moins excellent, uniquement, apparemment, il y a 2 mois, car ce duel se termine en queue de poisson. Queue de poisson, les animaux dans Beastars. Queue de poisson. Euh, voilà. On a beaucoup de personnages différents qui apportent un pas de plus à la thématique globale de l'œuvre, qui ont été présentés depuis ces 20 volumes précédents. Là, on en voit une bonne majorité, je pense. Je ne saurais pas vous dire combien, ni vous dire un pourcentage précis, mais on en voit beaucoup. Et ça me fait plaisir de voir chacun faire encore un pas en avant, que ce soit bah, dans la future aide qu'ils vont apporter à Legoshi, que ce soit juste pour l'apport à la thématique globale qu'ils vont apporter. Ça c'est bien dit ça. Quelque chose comme ça. Et justement, c'est ces nombreux pas en avant de ces nombreux personnages qui permettent de rendre le volume passionnant, donc ça c'est pour nous, mais en même temps, au sein de l'œuvre, ça permet de faire avancer la société, avancer les gauchis, avancer eux-mêmes, et c'est très fort que les points forts de l'œuvre à la lecture soient aussi les points forts au sein de l'avancée de l'œuvre en elle-même. Car dans certaines œuvres, par exemple, c'est les combats qui font avancer l'œuvre globale, qui font avancer les personnages de leur objectif et tout ça, et pourtant c'est ce qui est le plus raté, tu vois, alors que là, bah, c'est pas le cas. Le Pokémon de type perle. Voilà, donc là je suis carrément chaud pour la suite, pour les derniers sursauts,
pour conclure cette œuvre de qualité exceptionnelle. Ah, Beastars. Et donc c'était un mois qui commençait très bien, avec des volumes qui n'étaient pas forcément les meilleurs de leur série, mais vu le niveau des séries, j'aimerais pas en faire tout un fromage, comme on dit quand on a 1500 ans. Voilà, là maintenant on va baisser le niveau un petit peu, et ça fait plaisir. Parce qu'ensuite, j'ai lu One Punch Man, tome 24, et voilà, hein. Je pense qu'on peut déjà passer à la suite. En soi, il y a un truc réussi dans le volume, ça je vais pas cracher dans la soupe, je vais pas cracher mes mains dans les orties, je vais pas cracher dans le lac de lave, c'est qu'on a l'héroïsme de Paprika, qui est un personnage somme toute exceptionnel et dont on a vraiment besoin tout le temps. C'est un mec qui a pas de pouvoir, qui fait partie de l'association des héros, côté force armée, et qui essaie de se battre un peu et d'être au niveau des héros là. Et justement, son héroïsme est très intéressant, mis en exergue pardon, par rapport aux monstres et par rapport aux autres héros qui ont des pouvoirs. Et ça, c'est une thématique intéressante. On a apparemment, selon moi du passé, des espoirs de rédemption autour de Garo, car on a sans doute vu des monstres devenir moins monstrueux ou récupérer leur côté humain. Ce qui est donc également un propos intéressant, car finalement, être un monstre, est-ce que c'est définitif? Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est impardonnable? On a une thématique, un propos intéressant. Et sinon, le reste du volume, c'est sur Saitama, donc on va te dire qu'il n'y a rien à en dire, que c'est pas drôle, que c'est pas intéressant. C'est quand même dommage quand ton plus gros point faible, c'est ton personnage principal, parce que ton personnage principal, tu le vois un petit peu, en règle générale, dans ce que tu racontes. Soit tu le vois pas, et dans ce cas-là, il sert à rien, donc pourquoi est-ce qu'il est là? Soit là, tu le vois trop, et il apporte rien, et ce qui crée un gros problème de qualité. Mais on a un petit peu de difficulté pour nos personnages héroïques à la fin du volume, ce qui fait plaisir à voir qu'ils arrêtent enfin de rouler complètement sur leurs adversaires, et ça va peut-être offrir des rebondissements, du suspense, un petit propos peut-être, on sait jamais. Même si la raison pour laquelle est très conne, mais pas drôle malheureusement, car le comic n'est pas bien dosé. Désolé pour toi, beau gosse masqué. Tu offres un peu de difficulté, peut-être que ça sera un peu intéressant, mais c'est pas par l'humour, car tu ne... Pas drôle, je trouve, One Punch Man. Mais alors pas du tout. Mais au moins, grâce à ça, on termine les jolies images. Par exemple ici, hop là, on a Saitama et Genos qui vont à la pêche, et on voit Sonic se faire attraper par un poulpe. C'est génial. Hop. Ça va être tellement pratique à vous montrer. Allez, glisse. Ah, et ensuite on a ce super panel avec quelques super-héros. Je sais pas ce qu'ils font, mais ils font des trucs. Non. Voilà, imaginez le panel mais avec l'autre au milieu. En plus, vous voyez tellement tout à la caméra, c'est sûr. Et ce qui est bien, c'est que je peux bien vérifier que le live est vraiment à fond la caisse là. Waouh, c'est impressionnant. Faux. Attendez, je vais baisser la qualité de mon retour, comme ça je vais peut-être avoir un retour. Soit en retour, soit en 720p. Super, je peux bien baisser la qualité là. Ok, très bien. Hop, le tome suivant, ça sera donc Tome Select, Tome Pouce, Tome et Nana. Non, ça sera le tome 10 déjà, de la Perfect Edition de Full Metal Alchemist. Là, pour l'instant, c'est la première œuvre qui n'est pas une découverte, mais bien une relecture, car j'ai déjà lu l'œuvre avec son édition
normal, mais je me les suis achetés pour Perfect l'édition Full Metal, l'édition Perfect, et j'en profite pour redécouvrir tout ça. Et à chaque fois que j'en ai parlé dans mes émissions, je vais soulever le fait que Full Metal Alchemist, dans l'ensemble, c'est très grand, c'est une très grande œuvre. Le souci, c'est que comme il n'y a pas de réelle démarcation entre les arcs, vu qu'il n'y a pas vraiment d'arc, que tout est une sorte de grand puzzle global, que chaque tome fait avancer un petit peu l'intrigue, avec que des fils rouges et tout ça, et c'est une seule intrigue globale, avoir la lecture tome par tome, je trouve ça très désagréable en soi, car chaque volume ne fait pas tant avancer le train que ça, car eh ben, c'est une œuvre globale qui s'apprécie dans l'ensemble. Et justement, ce que je soulève ici en positif, c'est que c'est une partie que j'apprécie déjà de base, et qui fonctionne par elle-même. Et ça, c'est cool. Et ça commence à partir du moment où ils sont dans le ventre d'Envy à la fin du volume précédent. Je trouve que c'est très intéressant comme façon de renouveler l'univers. C'est très intéressant ce que ça raconte avec des homunculus qui sont un peu plus gris que juste quand ils sont méchants. Avec des frères Elric qui sont plus agréables à suivre, qui sont pas vraiment mes personnages préférés dans l'ensemble. Là, c'est pareil pour Lyn, car c'est un personnage plutôt très gris, qu'il est lié à un homunculus plutôt très gris, et qu'on a plein mal de choses très intéressantes. Et en fait, ce que j'aurais tiré comme conclusion de tout ceci, c'est que ça fonctionne vachement mieux étape par étape, donc volume par volume, quand on est loin des frères Elric. Ce qui fait que c'est encore une œuvre, encore un soir, encore une arme de bonheur, où ce n'est pas les personnages principaux que j'aime le plus, bien au contraire, et c'est qui crée un léger déséquilibre, un léger problème quand même. Quand t'es pas à fond derrière les personnages principaux, souvent ça pose de gros problèmes d'intérêt et c'est un peu chiant quand tu lis quelque chose. Par contre, j'apprécie beaucoup à la fin du volume qu'on se dirige vers des éléments du passé, parce que faire passer l'histoire du passé au présent pour en tirer des conclusions, c'est important, d'autant plus que ça traite un petit peu légèrement de racisme comme ça, et de pouvoir, de l'armée et des erreurs que ça peut créer. Donc on a pas mal de thématiques très intéressantes, très profondes à traiter avec le passé. Donc ça fait plaisir de le voir, ça rend le monde plus vivant, les personnages plus attachants. C'est un tome que j'aime beaucoup. De toute façon, Fullmetal Alchemist est excellent, ça on n'a pas douté. Mais pour une fois j'aime bien en lisant un seul volume. J'en profite. Bref. Ensuite, on a un quadritype. Bon, ça sera sans doute jamais comme ça, mais c'est comme ça que je voulais le dire. Car on a Kengan Ashura tome 17 avec Wakatsumi. Je crois. J'ai oublié de mettre un repère. Hop. Avec Wakatsumi. Le tome 18 avec Muteba. Le tome 19 avec Sen. Ouais, Atsumi Sen. Et le tome 20 avec Naoya. Non, Kaolan. Ah là là, quelle mémoire 2 mois après. Et donc avec ces indices que je viens de dire en me rappelant ou pas les noms, c'est dur de savoir qui est-ce qui passe le tour, enfin qui est-ce qui arrive leur combat et qui a un autre combat plus tard, ou qui est-ce qui passe pas le tour. Bref, comme toujours, je l'avais déjà dit, à chaque œuvre je peux le préciser, ce qui me fait le plus vibrer, c'est clairement pas les combats. Genre quand je lis des shonen neketsu, les combats me passent au-dessus, neketsu. Sauf qu'il y a de réels propos. Et là, c'est une œuvre entièrement basée sur le combat, vu que tout est question de tournoi. Le Mortal Kombat! Alors, le Kengan Ashura. Et pourtant, je trouve ça très intéressant constamment. Soit parce que les personnages ont réussi à être attachants, donc on a envie de les voir gagner, ou envie de les voir se donner au maximum. Oui. Soit parce qu'il y a de vrais rapprochements ou de vraies différences intéressantes à confronter entre les deux combattants du match, soit parce qu'il y a de beaux retournements de situation, pas mal d'idées possibles qui permettent de les rendre intéressants ou pas. Par exemple,
On commence ce volume avec un combat entre deux montagnes de muscles. Pourquoi pas, ça peut être intéressant à proposer. Mais le propos est très loin. Donc ça a peu d'intérêt et ça me fait un passage plutôt long. Heureusement, à force de dessiner les combats, le découpage et les changements d'avantage de celui qui est à la victoire à portée de main, vu que ça alterne, et ça aide beaucoup à rendre ça, à donner des points d'intérêt en fait, et à rendre ça plus agréable à lire. Par contre, les promesses qu'on récupère en dehors des combats, ça c'est un délice. C'est quand même un petit peu dommage pour un manga centré sur les combats. Mais ce n'est qu'un tome sur 4. Car ensuite on enchaîne avec le volume présenté par Muteba. On a des combats On a un combat de pur sportif. C'est brutal, c'est précis, c'est magnifique. J'adore quand vraiment c'est pas basé sur la force brute, quand c'est pas basé sur un pouvoir spécial, mais quand c'est basé sur l'esprit sportif, la technique, le talent, la volonté. Ça offre des trucs vraiment différents et vachement plus intéressants. Je viens de voir quelqu'un dans la rue qui me regardait. Ah! Et ensuite, on enchaîne avec un autre combat qui est moins beau, techniquement et sportivement, mais plus pertinent, car il met en jeu autant la survie d'un village qu'une lignée technique. Donc il y a un gros héritage à porter, à faire avancer et à montrer. Pas mon combat préféré, mais il y avait un petit propos, c'était cool. Ensuite, le tome porté par Hatsumi Sen, bien sûr. On a un gros flashback pour un ennemi. Je ne m'en souviens pas du tout. Ah, c'est dans ce tour-là. Ok, je vois. Oui, oui, c'était important de mettre son flashback vu le lien qu'il a avec le personnage principal. Ça marche. Et au final, le combat il est juste bien construit. Car son adversaire est quand même plutôt impressionnant, on va pas se le cacher. Par contre, l'autre combat, il est stressant au possible, il est réfléchi, il est très très intéressant. En plus, il permet de faire des efforts à un personnage plutôt taciturne dans temps normal, ce qui est plutôt cool. Sauf que son adversaire est un adversaire qui a déjà combattu pour une autre entreprise plus tôt dans le tournoi, mais comme c'est possible de changer de champion, ils l'ont récupéré, et donc c'est très con de le faire revenir pour le faire perdre une deuxième fois, tout ça juste pour pouvoir avoir le propos voulu. Parce que à ce moment-là, en fait, c'est pas l'histoire entière qu'il faut déformer ou rendre moins passionnante pour apporter au propos. Il faut que le propos amène l'histoire et fasse avancer l'histoire. C'est fou. À chaque fois, c'est très bon. C'est moyen de faire une œuvre de combat que je peux conseiller sans problème. Et à chaque fois, il y a un petit truc qui gêne. Sauf dans ce volume présenté par Kaolan, car on a un long combat. Ça, on va pas se cacher. Si t'es un peu réfractaire à des trucs un peu longs, voilà, tu vas douiller. Mais il est excellent au possible, car on a ce que je disais tout à l'heure, du beau sport, de l'estime, de la volonté d'aller en avant, de montrer les techniques, de montrer la précision. C'est tellement beau comme façon de montrer le sport et les combats. Ah, j'adore. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est que les personnages présentés comme totalement mauvais dans la balance de la justice et de la malhonnêteté peuvent également avoir des évolutions, des entraînements, des remises en question, des victoires, des défaites. Et ça, c'est vraiment génial comme façon de construire, vu que on est loin du personnage principal pendant tous les combats du tour sauf un. Autant raconter des choses intéressantes avec les personnages importants qui croisera plus tard, ou qui veulent juste être importants. Et ainsi on termine le deuxième tour. Donc là, quand même 20 hommes pour faire deux tours du tournoi. Heureusement que derrière il en reste 3. Mais ça fait 7 combats. C'est quand même plus rapide. Et c'est fou, il reste 7 tomes. Et ensuite, nous présente le fait que c'est terminé, on nous présente les gagnants, leur espoir pour la suite, et même les espoirs pour ceux qui ont perdu et qui ont gagné quelque chose au final pendant le duel. Ah là, quel plaisir de lire une telle œuvre de combat qui marche bien. Ça marche bien. Ça voilà. Ensuite, on a Look Back.
One Shot de Tatsuki Fujimoto, auteur derrière Chainsaw Man et Fire Force. Tout le monde crie au génie, pour que moi je te crie au génise. Ah là là, quel plaisir de sortir cette chaîne là, car elle est vraiment excellente. Ah putain, j'ai encore oublié de mettre le repère. Voilà. Alors, effectivement, c'est plutôt bon. Le souci, c'est que je n'en ai gardé pas des masses de souvenirs. Alors bon, je l'ai lu il y a longtemps, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais en soi, c'est pas une raison. Si c'est bon, c'est bon. Est-ce que vous pouvez me citer en contrôle de philo? Parce qu'en fait, la narration, le propos qu'il veut montrer, les personnages sont vraiment décousus. C'est le style de Fujimoto qui veut ça. Raconter des trucs chevaleresques, grandiloquents, sur des longues durées, en très peu de temps, avec un découpage plutôt rapide. Le souci, bah, c'est que, enfin, le truc cool, c'est que ça permet de brasser très large à la découverte. Mais le souci, c'est que c'est plutôt pas mémorable en fait. Car des fois, ça va un peu vite, ou alors ça ne garde pas les bons sujets. Parce que, à brasser beaucoup de choses, souvent, on oublie de se focaliser sur l'essentiel, et ça passe à ça d'être mémorable. Alors, c'est clairement pas horrible hein, comme lecture. Parce que déjà, ça parle de manga, et les mangas qui parlent de manga, on aime ça. Oh, Bakuman, putain. Ensuite, on a une belle histoire d'amitié. On a une volonté quand même d'aller de l'avant. Il y en a de... des réflexions sur comment garder autant la vie sociale, le bonheur, le travail, les rêves, ce qui est très compliqué d'allier. Et souvent, dès qu'on crée quelques trucs, eh ben, on est touché par ce genre de sujet, parce que bah, on sait à quel point des fois c'est dur d'allier les quatre. Enfin, d'allier même ne serait-ce que deux d'entre eux. Il y a une planche en soi qui est mémorable, mais comme c'est la seule que les éditeurs utilisent pour en parler, bah forcément ça perd en impact à chaque fois et c'est dommage. Donc bah pour l'expérience, je suis bien content de l'avoir. Pour la relecture derrière ou pour l'intérêt au global, bah ça sera à débattre. Et du coup, Tatsuki Fujimoto, il est là. Hop. Ensuite, je sais pas si j'ai mes notes. Est-ce que j'ai dit des trucs en plus dans mes notes? J'ai dit, ah, c'est sympa. Qu'il y a de l'amitié, de la réécriture, de la passion, de la vie sociale, des mangas, des sujets simples qui font plaisir. C'est montré de manière différente un peu, il y a une planche qui marque, et sur ça c'est pas mal. Voilà, ce qui est des points positifs, hein, mais ça aurait pu être mieux. Ensuite, c'est où la suite? Comme c'est rangé dans l'ordre des mangas que j'ai lus, mais genre, si par exemple j'ai lu un manga de Shaman King au début d'année, et ben ça sera rangé vers le début de mon cahier de brouillon. Même si j'ai lu un manga, un tome de Shaman King vers la fin de l'année. Parce que bah je fais genre une page entière avec tous les tomes sur l'année. Bref. En plus c'est pas censé être Shaman King tout de suite, mais ça je vais les rassembler pour en parler tout d'un coup. Et donc on a Shaman King, Star Edition, volume 13. Donc c'est-à-dire que ça se rapproche bien de la fin là, ça fait plaisir. Alors dit comme ça, on dirait que je veux m'en débarrasser. Alors qu'en fait c'est totalement le cas. Parce que là, il nous reste donc ce volume 13 dont je vais parler. Ensuite, il reste 14 à lire, le 15 à lire, le 16 à lire, et qu'on aura le 16, on pourra aussi lire le 17 que j'ai depuis le tome 1. Vu qu'il est sorti bah, au tout début, histoire d'offrir la conclusion pour ceux qui avaient la série à la base. Et en fait, je me rends compte avec cette édition qu'on a des tomes énormes, qui font énormes, qui sont donc hyper longs à lire, parce que ben, Shaman King, ça parle beaucoup. Beaucoup. C'est pas toujours des plus pertinents, c'est pas toujours des plus intéressants, y a pas... Enfin, dans l'ensemble, ça a un propos, ça marche bien, sauf que ça parle beaucoup pour y mener. Et des fois, c'est long, putain. Et lire un volume de cette taille-là, avec autant d'écriture et de... ça rame un peu. Mais ce volume était mieux, ce que j'ai écrit, et ça c'est une note très importante. Mieux.
Parce qu'en fait, on avance enfin, et ça fait plaisir. Parce que ça faisait genre 2 ou 3 volumes de cette taille-là qu'on avait quitté le Shaman Fight, donc le tournoi qui permet de devenir Shaman King. Et on avait des éléments entre les deux tours, que ce soit pour faire évoluer les personnages, pour leur offrir des power-ups, pour leur offrir des épreuves différentes que d'être bloqué dans un tournoi, pour débloquer, enfin pour faire avancer l'intrigue globale, pour plein de choses. Mais 3 volumes, c'était un peu long, vu que ça se concentrait des fois sur des combats qui prenaient bien leur temps. Et sauf que comme ça a mis longtemps à revenir sur ça, j'ai lu tout ce qu'il y avait, enfin j'ai vu où est-ce qu'on était dans le tournoi, et en fait ça commence juste le deuxième tour là, je crois. Donc autant dire que ça va être très compliqué de terminer tout dans le timing qui reste, je pense. Et donc j'ai peur de pas être extrêmement convaincu par la finale. On verra bien, hein, mais voilà. Par contre, ce volume est bien important parce qu'il raconte sur Ren, sur Oro Oro et sur les X-Lows. Et évidemment, parce que ben, vu qu'ils sont bien mis en avant, qu'ils ont des évolutions, qu'ils sont soit en train d'essayer de sauver leur organisation, soit de sauver leur équipe. Bref, pas mal de sujets possibles, pas mal de volontés possibles là aussi avec tous ces personnages. Et ces trois-là sont ceux qui sortent du lot. Du même du X-Low. Ah! Voilà. Et comme je disais, c'est qu'en fait, à force de faire des trucs super longs, c'est quand même vachement compliqué d'être pertinent tout le temps en fait. Parce que vu que les tomes sont super longs, il y a vraiment des moments où la tension baisse beaucoup, ou des fois pendant longtemps, et c'est compliqué de revenir correctement dedans. Mais voilà, mitigé mais pas trop mal. Et là je vais chercher de l'eau car j'ai mal à la gorge. Hop. Ensuite, on a Le Cauchemar d'Innsmouth, tome 2, dans la collection des chefs-d'œuvre de Lovecraft, qui est la suite de Les Cauchemars d'Innsmouth, tome 1, qui était pas mon volume préféré. Alors que celui-là, c'est un peu mieux. Voilà, maintenant je vais avoir besoin de mon indique. Alors, effectivement, j'ai trouvé ça vachement plus passionnant à lire que le volume 1, qui servait surtout d'introduction à ce sujet, d'introduction aux problèmes que nos personnages allaient croiser vraiment pour de bon dans ce volume, qu'il allait devoir éviter, ou avec lequel il allait devoir vivre avec. Et donc l'autre, c'était surtout l'introduction. Et je trouve ça dommage, parce que j'aime bien quand ça prépare les choses, quand ça raconte, et je suis normalement moins fan des moments où on arrive à la conclusion, tu vois, au grand climax de ce qui a été écrit. Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'on va aux choses, pas de voir comment ça se termine. Et d'autant plus quand dans Lovecraft, les menaces, les pouvoirs, les éléments d'intérêt sont indirects, sont en filigrane, sont dans les ombres. Et pourtant, c'est ce volume-là qui est très très direct, qui me parle vachement plus que le premier. Sans doute, car n'ayant pas de conclusion, tu sais pas où ça va. Et t'es en mode, pourquoi j'ai lu ça, tu vois.
Je sais pas, enfin, peut-être que c'est pour ça. Oh putain, c'est ce que j'avais écrit. Ça aide de ne pas se couper en plein milieu. Comme quoi, même 2 mois après, j'ai des souvenirs. Hein. Voilà, et je savais ça aussi, c'est que on a une belle duologie dans ce volume qui permet de bien changer le sujet et bah, d'offrir un menu plutôt complet qui devrait plaire à pas mal de gens. C'est qu'on a autant une confrontation directe physique, vu qu'il est entouré de créatures qui ne lui veulent pas forcément du bien, et donc il a pas mal de choses à faire pour les éviter, pour essayer de s'en sortir, pour communiquer, on ne sait pas. Et qu'ensuite il y a la partie plus psychologique, plus monstres irréels qui n'existent pas. Ah, c'est la même chose ou quoi? Qui sont dans sa tête, qui veulent le perdre, qui... Voilà, c'est vachement prenant d'avoir ces deux parties-là. Parce que on a confrontation horrifique physique, on a destinée mystique spirituelle, et du coup ça brasse deux thèmes très différents qui se complètent grandement pour cette menace qui est plutôt impressionnante. Et au final, avec les deux volumes, je pense que c'est un de mes chefs-d'œuvre préférés pour l'instant. J'ai pas tout lu, j'ai pas l'édition depuis le début. J'ai commencé, ils sont où? Ils sont rangés où? Je sais pas où ils sont. Ah, ils sont là. J'ai commencé avec, bien sûr, la couleur tombée du ciel. Après, il y a eu l'appel de Cthulhu. Et celui qui hantait les ténèbres. Et voilà, et là c'était un de mes préférés. Ensuite, on s'attaque au premier volume qui n'est pas un manga dans la pile que j'ai ici. Mais c'est le seul, ne vous inquiétez pas. Parce que, voilà, on va quand même pas lire des trucs qui sont pas des mangas. Bleh 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 donc c'est Mutafukaz 1886, qui est l'intégrale de Mutafukaz qui se passe en 1886, bien joué, vous suivez. Parce qu'en fait, j'ai regardé le film Mutafukaz quand il est sorti, j'ai grandement accroché à l'univers, j'ai acheté Mutafukaz 2, tome 1 quand il est sorti, j'ai grandement accroché aussi. Je me suis dit, l'intégrale du spin-off 1886 sort, je me le prends. Donc là, il me restera l'intégrale de Mutafukaz 1 à prendre et on sera bon. Et en fait, on a nos personnages qui ont des rôles plutôt proches de la série principale, même si ça peut décaler un petit peu, mais retranscrits dans un monde de western, avec des cow-boys, avec des indiens qui sont plutôt racisés, plutôt. Mais c'est pas que ça, car eh ben, on a du supernaturel qui se ramène, autant dans les pouvoirs de nos personnages principaux, que dans certains éléments de retournement de situation vers la fin, que sur le pourquoi il y a un vrai conflit. On a de la violence, évidemment, on a de la mort, évidemment, on a de la justice instantanée, ça c'est l'époque, hein. Tu fais, ah t'as fait un crime, bam, t'es mort. Ah alors, on fait plus de crime là. On a du banditisme et de l'esclavage. Ouais, c'est les thèmes d'époque qui c'est important de mettre en avant. Et justement, entre les chapitres, entre les lignes, il nous présente bah, des éléments historiques, des vraies choses qui sont passées, qui lui servent d'inspiration, qui lui servent de modèle en soi. Parce que bah, écrire le passé, apparition, écrire ce qui s'est réellement passé, bah, c'est important pour faire bouger les choses, comme j'ai dit tout à l'heure avec Fullmetal Alchemist, bien sûr. Et voilà, c'est rafraîchissant de ne pas lire du manga, parce que c'est en couleur, le dessin est bizarre différent. Bon, en plus, le trait de Mutafukaz, bon, c'est un style, c'est pas moche. On a une belle intrigue, on a un passage que j'aime beaucoup vers la fin, quand le personnage principal commence à recevoir quelques dégâts. On a une conclusion dont je suis pas non plus le plus grand fan, mais des fois c'est important de faire des victoires qui sont pas non plus éclatantes. Et au final, bah, on a une œuvre que j'aime beaucoup et que je relirai avec plaisir. Boum.
Alors ça, c'est toujours plus tard. Toujours plus, 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 plus. Waouh! En soi, il nous reste 3 volumes. Et après, on a quelques tomes qui sont du même univers et qui vont nous occuper un petit moment. Ensuite, donc, on avait les légendaires. Merde, le repère. Ensuite, on avait donc les légendaires saga tome 6. Et évidemment, dans le sens, merci à tous. Oh, j'avais lu que ça. Eh ben, étonnamment, ça fait pas partie de mes mangas préférés que j'attends avec le plus d'impatience. Car j'aimais bien lire ça en bande dessinée à l'époque. Mais j'étais au collège à ce moment-là, donc j'étais peut-être moins demandeur, moins connaisseur de trucs d'œuvres en général. Et là, vu que c'est pas du tout un truc prévu pour les mangas, qu'il y a très peu de choses qui changent, que le style reste plutôt enfantin vu que les sujets importants sont pas souvent mis en avant, ça fait que je passe à côté. Je suis toujours content de retrouver les personnages et l'univers, car c'est quand même quelque chose que j'aime bien, et dont j'espère voir la conclusion. Je l'ai pas lu en bande dessinée, je me suis arrêté à 5-6 tomes de la fin sur 22 ou 23, peut-être quelque chose comme ça. Malheureusement, c'est pas le meilleur tome celui-là. On a un peu d'émotion, alors je ne sais plus pourquoi. Ah si, parce que on est dans une terre dévastée, on a des pertes, pas avec les personnages principaux, il y a des personnages très lointains, deux, mais on sent qu'ils sont touchés un peu. Voilà, c'est le seul moment d'émotion, je crois. Mais je l'avais soulevé, donc ça devait être important, ça m'avait marqué après ma lecture au moins, c'est dû à ça. On a une vraie mission, c'est vrai aussi. Parce qu'on a enfin des vrais enjeux, des vrais ennemis, des vrais dangers autour tout le temps. Que ce soit en dans l'équipe ou dans l'équipe. On a, bon, du voyage dans le temps, c'est pas le plus simple à traiter, mais c'est là aussi. Je me demande ce qu'ils vont en faire de ce voyage dans le temps. Mais malheureusement, c'est vraiment, le tout est écrasé par un humour horrible. Horrible. Vraiment, c'est pas drôle une seconde, je trouve. Et pourtant, c'est vraiment ce qui est mis le plus en avant dans le manga. Alors, effectivement, pour des jeunes, rajouter de l'humour, c'est une très bonne idée pour laisser. Pour offrir une couche de fun qui donne envie de regarder, tout en regardant un noyau, tu vois, intéressant. Avec des personnages, avec une intrigue, avec des rebondissements, tu vois, des vrais trucs. Ah, pas que l'humour, c'est pas un vrai truc. Mais en soi, pour moi, l'humour, c'est un enrobage, tu vois. C'est un petit plus que tu peux apporter quand t'as une trame solide et des vrais messages à faire passer. L'humour, c'est genre pour soit soulager après des moments difficiles, soit parce que tu as envie de faire quelques blagues, ça rien ne l'empêche, soit pour faire un ton plus enfantin, mais leur offrir un vrai propos derrière. Car les enfants ne sont pas des débiles. Et ensuite, ce qui vraiment me coûte beaucoup, la seule nouveauté entre la version BD et la version manga que j'ai soulevée depuis ces 6 volumes, c'est ici, avant de prendre la porte qui fait voyager dans le temps, avec les personnages qui sont ici présents, qui déjà apportent du super humour vu que leur nom est un jeu de mots, car il s'appelle, il s'appelle... Ah si, c'était sur l'ennemi aussi qu'il y avait de l'émotion. Moi je l'aime bien cet ennemi, il est cool. J'ai aucune idée comment il s'appelle, mais il est cool. Ah, CD-ROM bien sûr. Moi j'aime bien. J'aime bien. Donc oui, ils ont rajouté 2 personnages devant la porte de voyage dans le temps. Qui s'appellent... 3 pardon. Un qui s'appelle Malabar, qui est solide, qui est gros et musclé, donc qui sert d'adversaire à Razia. Et aussi... Et aussi... Morta et Adèle, qui se fait donc Mortadelle, hein, qui affrontent notre autre duo dans l'équipe, qui est donc Griff et Chimie. Alors en soi, c'est cool hein, de mettre en avant des légendaires qui sont moins mis en avant par le scénario principal, d'offrir un combat gros malabar contre gros malabar, d'offrir un combat duo contre duo. Mais alors, les combats n'ont
aucun intérêt scénaristique, n'apportent rien du tout, sont même pas intéressants visuellement, donc rien du tout. Et c'est la seule nouveauté que j'ai soulevée, en 6 tomes. Mais faut pas encore que ça, hein, je suis content de lire. Je suis content de lire. C'est Patrick Sobral, donc c'est là. Ensuite, on va boire. Boire, boire, boire. Ensuite, du cours au savoir avec Le Prince de Nicolas Machiavel. J'ai jamais été un accro de philosophie. Et pour l'instant, dans les. Là, c'est le 6ème cours au savoir que je récupère. Il y avait le discours de la méthode de René Descartes que je trouvais très didactique et plutôt pas mal. Après, il y avait Émile de l'éducation, je trouvais ça moyen. Il y avait la métamorphose, je trouvais ça horrible. Et ensuite, il y avait Cléopâtre et Marie-Antoinette qui étaient des trucs plus historiques. C'était pas du tout la même portée ni le même objectif, mais c'était plutôt pas mal. Et donc, on a Le Prince de Nicolas Machiavel. Hop. Et je sais plus ce que j'en ai dit, mais c'était peut-être. C'était peut-être bien. Hop, 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 hop. Excusez-moi, voilà. Alors. Ah, j'ai écrit que c'était enfin très bon. Donc déjà, c'est très bon, ce qui est plutôt bon signe. Et enfin, c'est-à-dire que ça fait quelques temps que j'attendais ça. Comme je viens de le soulever. Pour une fois, je suis bien convaincu par le style graphique. Parce que vu qu'il y a des dessinateurs différents à chaque fois, et bah ils ont leur propre façon de porter le trait, de porter les personnages qui veulent faire vivre. Alors, c'est bien de pouvoir offrir des styles différents, parce que là c'est vraiment un style que j'ai déjà vu plusieurs fois, mais l'idée c'est quand même que ça soit plutôt agréable à lire, qu'on puisse comprendre facilement. Enfin, dans la métamorphose vous comprenez, mais alors le style des personnages, c'était pas trop mon délire. Enfin, mon délire. Alors que là, hop, ça aide d'avoir un dessin qui me donne envie. Et surtout, les deux personnages principaux aussi. Parce que des fois, on a rien comme personnage principal, ce qui est très peu intéressant. On a un personnage principal très détaché de l'intrigue globale qui apprend, enfin de la philosophie globale, mais qui apprend quelque chose pour sa vie en apprenant la philosophie. Et là, c'est un truc historique, parce qu'on suit du coup Machiavel lui-même, qui a rencontré César Borgia au XVIe siècle. Et donc, il y a le côté historique, il y a le côté, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et ça aide beaucoup pour être impacté par la puissance philosophique d'avoir le contexte global. L'utiliser dans un exemple de la vie courante marche aussi, ça va de le comprendre plus facilement avec un vrai exemple, tout ça. Mais quand on a quelque chose comme la métamorphose qui nous présente juste le concept philosophique, sans contexte, sans rien, et c'est un petit peu lourd, et du coup ça sert à rien de le lire en manga, autant le lire autrement. Alors que là, c'est oui. Et donc oui, les deux personnages principaux, c'était ça mon sujet à la base, fonctionnent très bien, que ce soit tout seul ou ensemble, car ils sont soit très intelligents, soit très ambitieux, et donc ça forme un cocktail très explosif qui a un bon potentiel pour l'Italie et son unification, ou pour la petite ville d'origine de Machiavel, et ça c'est oui, parce qu'en plus c'est encore d'actualité, vu que ça parle de pouvoir et de gouvernement, justement. C'est une belle réflexion sur l'exercice du pouvoir, sur l'amour ou la peur du souverain, parce que ça aussi c'est un grand sujet, parce que des fois il y a des actions qui passent plus ou moins bien près du grand public, et ça c'est quelque chose d'important quand même quand tu gouvernes. Est-ce que tu en as quelque chose à foutre du grand public, comment tu réagis quand ça marche ou quand ça marche pas. Des belles choses. Ça parle aussi des changements du XVIe siècle en Italie. Je suis ok. Je suis une parle en histoire donc moi ça me va de prendre deux éléments par-ci par-là. Ça parle de maladies, de comment faire pour avoir des ambitions quand juste la simple maladie te rappelle que t'es qu'un humain. On a plein de belles choses et ce qui. C'est fou, tu vois, on a quelque chose de beau, quelque chose d'intéressant, et en plus on récupère la pensée philosophique sur le pouvoir et sur le gouvernement. Ça, c'est des choses que je veux lire dans Cours au savoir. Évidemment.
Hop là. Enfin, dernière sortie du mois, avec Demon Slayer, antépénultième tome, tome 21. Antépénultième, ça veut pas dire 21, c'est-à-dire avant-dernier. Là, on est dans l'arc final, depuis Belle Lurette, c'est un peu long, certes, mais c'est comme ça. D'autant plus que, bah là c'est juste l'introduction d'un nouveau combat, pendant tout le volume. Parce que le nouveau combat, bon, pas pendant tout le volume, certes. Le nouveau combat, il commence... Ouais, à la moitié du volume, hein. Ça, alors, pourquoi pas? Pourquoi pas poser des choses, raconter des trucs au milieu de la bataille, avant de lancer la bataille finale? Mais bah, faut raconter des choses pour ça, pour pouvoir raconter des choses. Voilà, c'est ce que je disais. On a les éléments qui manquaient dans le précédent, parce qu'effectivement, dans le volume précédent, je me plaignais qu'on avait un combat très important, très impactant, avec 2 morts en son sein, et pourtant, à aucun moment, on sent l'impact des morts, à aucun moment, quelqu'un parle des morts, on n'a rien du tout qui permet de les rendre vivantes, de les rendre réelles et impactantes dans le récit. Alors bon, ok, c'est au milieu de la bataille, je comprends, mais peut-être un petit passage en plus qui montre vraiment qu'ils sont morts, parce que des fois même, c'était même pas clair qu'ils étaient morts. J'ai écrit une fois mort dans mes phrases. Et là, justement, on les voit enfin être morts, on voit enfin la réaction des gens, ça marche, on a des beaux moments, c'est ce qui me manquait. Ensuite, on a un excellent flashback à la fin du volume, flashback, qui est important pour montrer que la lutte contre les démons se fait par une accumulation d'efforts de chacun et pas par un seul être supérieur, quand même c'était le cas au tout début. Et que ça, on a une réelle avancée du fait que ces étapes sont là depuis très longtemps, qu'elles vont vraiment s'accumuler, qu'elles vont faire payer quand même les méchants. Et en plus, le flashback est passionnant à lire. Tant mieux. Mais alors, le reste du volume, vraiment, c'est que de la mise en place pas forcément satisfaisante pour offrir une victoire logique, je suppose. Mais alors, c'est long. C'est pas si passionnant que ça à lire. Ce sera utile pour les 2 prochains volumes. Utile pour expliquer cet affrontement millénaire. Utile pour offrir une fin un peu logique. Mais à lire en lui-même, ça fait un peu genre étape. Et tu as lu, c'est bien, tu vois, pour avancer. Mais t'as juste le sentiment étape. Et pas élément essentiel. Et j'ai vraiment la gorge qui part en cacahuète, tellement je parle 10 milliards fois plus que tout le reste de la semaine. Et ça fait 3 mois que j'ai pas fait de live de ce genre, et ben ça se sent. Allez. Voilà, on arrive enfin au dernier morceau de ce live. Avec un truc qui n'est pas sorti mais que j'ai pris légèrement. Qui est donc Neuro le Mange Mystère tome 7, tome 8, tome 9, tome 10, tome 11, tome 12, tome 13, tome 14, tome 14. Ah, je vous ai bien eu. Ouais, mais c'est pas que si j'avais lu plus de la moitié des tomes que j'avais lu de cette œuvre, c'était tout en mars. Alors, déjà qu'après lecture, je l'ai cofondé un peu, car on a des petites enquêtes que c'est dur de les différencier, qu'il n'y a pas toujours une avancée globale, que des fois, tu sais, t'as ta petite enquête par-ci, ta petite enquête par-là, et des fois, t'as un peu de mal à différencier. Logique, tu vois. Donc je vais devoir me servir de mes notes légèrement. Et justement, reprendre après une pause, c'était pas simple avec ce volume 7. On a le parallèle entre Neuro et X, son adversaire actuel. Ça marche beaucoup. J'aime beaucoup les parallèles. Que ce soit entre des personnages alliés, que ce soit entre des personnages ennemis, les parallèles c'est toujours intéressant, je trouve, niveau propos.
et très sympa à lire quand la construction est bien faite. Et là, c'est plutôt le cas, nickel. Et même le mystère de base qui mène à la nouvelle rencontre entre Neuro et X et à ce parallèle marchait aussi. Parce que des fois, il y en a qui sont moins pertinents, qui sont moins intéressants au niveau des personnages ou des solutions, ou même des problèmes en lui-même. Et là, rien à dire. Rien à dire même. Par contre, on a une grosse inconnue autour de Yako. Et effectivement, car elle est mise en avant à la fin du volume avec un truc qui est pas des plus passionnants. Voilà, donc ça pourquoi pas, mais ça, j'attends de voir, tu vois. Parce que pour l'instant, c'est juste à l'état d'idée, et l'introduction est pas fameuse. À voir avec la suite. Ah, c'est seulement je l'avais lu. Ah bah justement, je l'ai lu. Et c'était même un tome qui était un mieux. J'adore écrire ça au début de mes notes. On a l'évolution de deux personnages. J'ai aucune idée de qui c'est en mémoire, mais ça fait plaisir, tu vois, de personnages qu'on a déjà croisés plusieurs fois. Hop, de voir qu'ils avancent enfin, soit parce que l'enquête est liée à eux, à un élément de leur passé, à un personnage qu'ils connaissent, soit parce qu'ils sont dans l'enquête et qu'ils apprennent quelque chose de ça, qu'ils en ressortent grandis. Ça c'est cool. On a surtout une meilleure visibilité de la grosse histoire actuelle, d'un gros arc qui se dessine, qui arrive, et quand Masui se jette dans des gros arcs, c'est vraiment là qui devient fort. Par exemple avec Assassination Classroom, on enchaîne des petits arcs plutôt comiques au début, c'est sympathique, mais quand on a des vrais gros arcs avec des enjeux et tout ça, qu'est-ce qu'il est fort. Et en plus on crée des mystères, ce qui est donc très bien. C'est lourd à lire, un peu comme ces volumes à chaque fois, parce que là il y a beaucoup de textes, et voilà, encore une fois c'est pas toujours le plus pertinent. Il écrit lui-même qu'il mettait beaucoup de textes et qu'on n'était même pas obligé de tout lire, ce qui me paraît une aberration, mais pourquoi pas. Mais c'est cool, vraiment, pour la continuité des volumes, pour passer d'intrigues un peu plus courtes et un peu plus séparées, à des mystères peut-être plus longs et un peu plus liés les uns aux autres. Pourquoi pas. Le volume 9 était génial, car il y avait un gros thème global, et ça c'est bien. Bon, bravo, un thème global, ça va y penser. Hein. Même si action et recherche constamment. Ah, c'est-à-dire ça se passe jamais. Genre toujours il y a soit un combat, soit des recherches de type énigme. C'est genre constant ça bouge. Et pourtant tu arrives à développer un gros thème. Voilà, bien dit ça. L'homme de main de Gros actuel est merveilleusement bien écrit. Quel plaisir. Le fait qu'il soit vraiment pas que méchant, le fait qu'il soit surprenant sur son identité, le fait qu'il ait un propos directement. Quel plaisir. Finalement dans le gros arc on a un gros arc et ça c'est cool. En plus du coup ça nous dirigeait vers un gros duel, parce que qui dit personnage plus important, plus développé, dit plus gros obstacles à affronter. Et là où Neuro était en facilité depuis le début, c'est un peu intéressant de voir ça. Et en plus, c'est vraiment cool de voir la mise en place d'avant être utilisée et de comprendre à quoi elle servait. Bon tome. Tome 10. Lonzark a toujours dans mon cœur, dans mon Kokoro Sensei. On a des programmes informatiques, on a des hackers, on a Yako. Tout ça, ça évolue grandement, ça apporte beaucoup, t'as une grande thématique globale. T'as Noro, il fait ses petites mystères de son côté, mais en même temps, t'as le chef des méchants, le sous-chef des méchants et Yako qui évoluent ensemble, qui apportent beaucoup, et se comprennent ensemble, ils réfléchissent les uns aux autres, c'est une sorte de cercle vertueux en soi, même s'il y en a deux qui sont pas spécialement gentils. On a de l'action, des mystères, de la continuité. C'est un délice quand il y a des arcs longs et que ça se tient. Ensuite, on a le volume 11 de Neuro, toujours, je suis complètement con. On a la conclusion de cet excellent long arc. La conclusion se tient, ça fonctionne. Bravo. Et malheureusement, directement ensuite, c'est long et brouillon. Parce que c'est une sorte d'autre mise en place ou d'autres intrigues courtes et ça marche pas des masses. En même temps, passer d'un extrême à l'autre, ça n'aide pas beaucoup, tu vois. T'as un truc excellent, super long, et d'un coup tu passes à un truc plus court, plus brouillon, et
c'est un peu dérangeant, tu vois, de faire cet enchaînement. Mais on a un nouveau crime et une comparaison entre femmes et meubles. C'est pas excellent, mais ça remet un peu d'intérêt, pourquoi pas. Tu vois, c'est con, hein. Tu fais des trucs excellents et après, bah, tu retournes sur les erreurs d'avant. Et donc on a mieux, pour changer, avec le tome 12. On a de l'humour merdique, surtout autour de la victime, et dans ce cas-là, c'est pas vraiment mon top délire méga groove. Alors, pourquoi pas à la base, hein, mais non, ça ne marche pas. L'intrigue est plutôt sympa avec le vieil enfant, avec le mélange police gang. Ouais, parce qu'en soi, donc on a un groupe plutôt gris qui fait en même temps police en même temps gang, et ça c'est plutôt intéressant. Gang! On a un jeune vieux, et ça c'est cool. Parce que penser à son âme d'enfant, c'est quelque chose d'important dans le monde du travail. Et surtout, ce que j'ai le plus aimé, c'est de voir un jeune face à la mort. Alors dit comme ça, on dirait quelqu'un d'un peu sadique et d'un peu horrible avec les enfants, mais un sujet aussi important, aussi dur, mis face à la pureté et l'innocence d'un enfant. Ah mais quel propos de ouf! Pour le volume 13... Putain, plus simple, je sais pas comment je vais faire. Hein. Parce que certes, je vais pouvoir ranger mes mangas. Mais déjà, on est passé de... On est passé de 30 tomes de la mangatech. Mais ça, si là j'en rajoute 20, comment est-ce qu'on va faire? Ok. Oui. Donc le tome 13, je disais, c'est vraiment très aléatoire le niveau. Depuis qu'on sait qu'on peut faire des arcs longs excellents qui montrent bien les personnages, qui font évoluer les fils rouges et les personnages qui sont liés aux fils rouges, et ben c'est très aléatoire. Bah surtout en fait on a le retour de X, on a un flashback autour de lui et de son assistante. C'est intéressant tu vois de faire évoluer l'antagoniste qui sont l'aide principale depuis belle lurette. Cependant, à chaque fois qu'on a les introductions depuis le début de l'œuvre, c'est très brouillon, qui veut tout mettre d'un coup, tous les indices pour après nous mener à ce qu'il veut nous faire conclure, tu vois. Mais il nous bassine, il nous balance tout d'un coup, c'est plutôt compliqué à apprécier à la lecture. Et donc, quand tu as des introductions qui sont très longues, oh, qu'est-ce que c'est compliqué, chiant, horrible. Et c'est dommage parce qu'il y a un vrai potentiel sur l'histoire globale qui se dessine avec ce volume-là. Et justement, avec le tome 14, le tempo 14, on a encore ça parle encore de X, on a encore quelque chose de différent, et ça marche toujours. Franchement, dès qu'on est avec X, on s'en sort bien, donc ça serait bien de pouvoir le traiter à un moment. Alors je veux dire, ça serait bien de le conclure, mais en même temps, si je me prive moi-même de quelque chose que j'aime bien, mais peut-être qu'à la longue, ce sera un peu chiant de le revoir en boucle. Heureusement, vu que j'ai pas lu d'autres volumes depuis ce moment-là, je me souviendrai pas de ce qui s'est passé avant quand je lirai le tome 15, et je pourrais attaquer le dernier tiers tranquillement. La conclusion de ce volume et l'ouverture quant au dernier tiers de l'œuvre qui se passe après, c'est à retenir vraiment, c'est très réussi. J'en ai strictement aucun souvenir depuis, mais ce que j'avais dit. Ah oui, ah oui, ah oui, oui, là en plongeant, oui, oui, là je m'en souviens, et oui. Parce que finalement, X n'est peut-être pas le dernier ennemi à traiter, et c'est pas n'importe quoi qui arrive. Ah ouais, voilà, justement. On a un nouveau perso très intrigant qui est mis en place. On a le potentiel qui est utilisé et qui fait plaisir à lire. Et donc finalement, Neuro, au global, c'est un peu lourdingue, vu que c'est que de la parole non-stop pour beaucoup de choses et des fois pas les plus pertinentes. Surtout quand t'as les introductions, ça c'est pas toujours le plus réussi. Mais quand ça marche et quand les arcs sont longs et qu'on est plus dans l'introduction, oh putain, qu'est-ce que c'est puissant! Et le problème c'est que c'est vraiment ce qu'on retrouvait avec Assassin's Creed, ça se trouve. Et pour l'instant, dans The Legend Samurai, on n'a pas d'arc long, donc je peux pas en comparer, mais pour l'instant il y a des arcs courts qui des fois sont intéressants, des fois non. C'est
Pareil en fait, il fait tout le temps pareil.